Wir alle können. Wir schaden alle. Bonsoir à tous. Vous avez vu que je vous ai fait une petite surprise. Vous croyez que j'allais me lever et parler tout de suite. En fait, j'aimais la musique. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus fort pour que ce soit un peu plus spectaculaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez entendu de la musique. Oui, c'était de la musique. Et vous avez donc vécu une expérience musicale. Cette expérience musicale, elle s'est déroulée ici et maintenant, dans cet auditorium. Et l'ici et maintenant de la situation musicale, enfin de l'expérience musicale, pardon, je vais appeler ça une situation musicale. Alors l'œuvre que vous avez entendue, c'est un extrait d'une œuvre de musique électronique composée entre 1955 et 1956 par un compositeur allemand qui s'appelle Karlheinz Stockhausen. C'est considéré comme un des premiers chefs-d'œuvre de la musique électronique. Elle a été composée à partir de sons de synthétiseurs enregistrés et de voix d'adolescents captées à l'aide de microphones. Puis tous ces sons ont été manipulés, triturés, transformés à l'aide de machines, fixés sur un support, à l'époque c'est une bande magnétique, en vue d'être diffusés par des haut-parleurs. Alors cette pièce a été conçue pour être diffusée par 5 groupes de haut-parleurs, disposés tout autour des auditeurs, comme le schéma nous le montre. Donc Stockhausen utilise cette disposition des haut-parleurs pour placer les sons dans l'espace, pour leur faire prendre certaines trajectoires, pour les faire tourner autour des auditeurs. Ainsi, il crée une situation d'écoute un peu spectaculaire pour l'éditeur à l'époque, parce qu'il va se trouver plongé dans le son, en immersion dans le son. À l'époque, on sait créer des sons électroniques, on sait enregistrer des sons à l'aide de microphones, on sait les transformer à l'aide de machines, on sait les diffuser à l'aide de haut-parleurs, mais on se demande encore comment on va les diffuser lors d'un concert pour des auditeurs. Parce qu'on comprend qu'une rangée de haut-parleurs immobiles sur scène, c'est beaucoup moins captivant que des musiciens qui jouent de la musique ou un orchestre qui va jouer de la musique. Donc Stockhausen, qu'est-ce qu'il fait ? Il dépasse cette contrainte de l'immobilité du haut-parleur et son déficit en termes visuels pour créer un dispositif qui va plonger l'auditeur dans le son et ainsi créer une nouvelle situation d'écoute pour l'auditeur, une nouvelle manière de vivre la musique. Alors Stockhausen, tout au long de sa vie, il va créer de nouveaux dispositifs et de nouvelles manières de vivre la musique. Par exemple, en 1971, il crée une pièce dans un parc à Berlin qui s'appelle Sternklang. Donc cette pièce a été composée pour 5 groupes de musiciens disposés dans un parc, séparés par des buissons, par des allées, par des petites rivières, hein, s'il y en a dans le parc. Et ces 5 groupes de musique vont jouer de la musique simultanément. Des musiciens, appelés coureurs, vont être chargés de transporter la musique, transporter une petite mélodie. Ils vont jouer en marchant. Et ils vont ainsi transmettre ce motif mélodique à tous les groupes par lesquels ils vont passer. Et ainsi, chaque groupe va jouer le motif mélodique que lui apporte un musicien. On peut voir ça sur le schéma. Donc le spectateur, là, à ce moment-là, il n'est pas assis sur une chaise face à un orchestre qui est en train de jouer devant lui. Il va pouvoir s'allonger dans l'herbe, dans un coin. Il va pouvoir se promener. Il va pouvoir suivre le coureur qui est en train de déplacer la musique. Il va pouvoir vivre la musique selon la manière dont il veut la vivre. C'est-à-dire qu'il va avoir la liberté de faire ce qu'il veut. En 1969, Stockhausen crée un concert dans d'immenses grottes au Liban, les grottes de Reïta. Et il utilise, encore une fois, la spatialisation des sons. Il utilise cette acoustique extraordinaire des grottes pour plonger l'auditeur dans une nouvelle manière de vivre le son, de vivre la musique. En 1970, lors de l'exposition d'Osaka,
il crée un auditorium en forme de sphère qui peut accueillir jusque 100 auditeurs. Et sur la paroi intérieure de cette sphère, il place plein de haut-parleurs. Encore une fois, il va placer les auditeurs dans une situation d'écoute un peu extraordinaire. Les auditeurs vont pouvoir sentir le son tourner à 360 degrés autour d'eux. Alors pourquoi je vous parle de tous ces exemples de dispositifs un peu étranges? Parce que c'est quand j'ai découvert ces dispositifs et ces nouvelles manières de vivre la musique lors de mes études de musicologie que j'ai forgé cette notion de situation musicale. Qu'est-ce qu'elle m'a permis, cette notion? Elle m'a permis d'étudier la musique non seulement par rapport aux caractéristiques classiques de la musique, c'est-à-dire étudier la partition d'une œuvre, mais elle m'a permis d'étudier la situation d'écoute, l'espace-temps dans lequel l'auditeur va vivre la musique, et ainsi de comprendre comment se passe cette manière de vivre la musique dans ce genre d'œuvre. Ainsi, je me suis rendu compte que ces compositeurs comme Stockhausen n'écrivaient pas seulement des partitions, ils n'écrivaient pas seulement des œuvres musicales, mais qu'ils créaient des dispositifs, de nouvelles manières de diffuser la musique, et ainsi qu'ils influençaient le comportement et l'écoute des auditeurs pendant qu'ils vivaient la musique, créant ainsi des décalages par rapport à leurs habitudes d'écoute, leurs habitudes de comportement, et même de nouvelles perceptions. Alors, en parallèle de ces études, étant moi-même grand amateur de musique, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais écouter de la musique, c'était pas seulement la musique qui allait déterminer ce que j'allais vivre, mais tout ce qu'il y avait autour de la musique. Donc tout ce qu'il y a autour de la musique, c'est quoi? Ça peut être le lieu où je vais écouter de la musique. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand je vais écouter de la musique dans un club, dans le noir, où le son est très fort, où je peux danser, où il y a du bruit, où des fois il y a des gens qui me renversent de la bière dessus. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que c'est la même chose qui se passe dans ce club que quand je vais écouter de la musique, par exemple, dans un parc, allongé dans l'herbe, au soleil? Est-ce que c'est la même chose que quand je vais écouter de la musique dans la rue? Et par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on va écouter un concert de musique électronique ou de rock dans une cathédrale? Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui l'ont vécu, parce qu'en 1974, à Reims, il y a eu un concert de musique électronique et de rock dans la cathédrale. C'était le concert de Tangerine Dream et de Nico, je crois. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on met du rock dans une cathédrale? Eh bien, il se passe que c'est une nouvelle manière d'habiter cette cathédrale, de vivre ce lieu. Et c'est donc une nouvelle manière aussi de vivre cette musique dans un lieu sacré d'une telle dimension. Donc alors, qu'est-ce qui va déterminer ma manière de vivre la musique? On a dit que c'était le lieu. C'est aussi le moment où je vais l'écouter. Si je vais écouter de la musique le matin, ou l'après-midi, ou le soir, ça va être différent, ou en pleine nuit. Par exemple, pour citer encore un exemple de décalage comme ça, depuis quelques années, il y a des organisateurs de soirées qui organisent des soirées donc, de clubs où on va pouvoir danser, boire de l'alcool. Non, pas que ça, hein, bien sûr. Et ils organisent ça pas le samedi soir, mais le dimanche, en pleine journée. Donc vous arrivez à 8h du matin dans le club et vous pouvez danser jusqu'à minuit. Qu'est-ce que ça fait d'écouter de la musique qui est faite pour danser le dimanche en pleine journée? C'est une nouvelle manière de vivre cette musique, et c'est même une nouvelle manière de vivre le dimanche. Parce que je ne sais pas ce que vous faites le dimanche, des fois on dort, et là on peut danser, quoi. Donc il y a aussi le moment qui va déterminer la manière dont je vais vivre la musique. Il y a aussi le dispositif, comme j'en ai parlé déjà dans les exemples. C'est pas pareil d'écouter un concert avec un guitariste qui unplug, comme on dit, c'est-à-dire qui n'est pas amplifié. C'est pas la même perception, c'est pas la même sensation que quand je vais écouter un concert de hard rock sur 300 kilos de son, comme on dit, c'est-à-dire sur un système de diffusion énorme. Je vais pas vivre la même chose. Pour reprendre encore un exemple de décalage, je vais vous parler d'un nouveau concept, encore ça existe depuis quelques années, c'est les soirées au casque. C'est-à-dire que vous allez écouter de la musique dans un club ou dans une soirée, et à l'entrée on vous donne un casque. Alors qu'est-ce que je fais avec ce casque? Je le mets sur les oreilles, et c'est la musique qui serait normalement diffusée par un système de diffusion
cette musique va être diffusée dans mon casque. Donc voilà, c'est une nouvelle manière de vivre la musique à ce moment-là. Chacun a un casque, et quand vous enlevez votre casque, il n'y a plus de musique. Vous pouvez parler à votre voisin. Enfin, c'est quelque chose d'assez bizarre, quoi, d'être dans cette bulle, mais on est tous dans la même bulle, mais chacun dans sa bulle. Bref, c'est une démarche un peu étrange. Donc, en vivant toutes ces différentes situations musicales, mais on en a tous vécu plein. On a par exemple été écouter de la techno dans un champ, dans une free party ou dans un bois, etc., etc. Enfin, il y a plein de manières de vivre la musique. Je me suis rendu compte qu'on pouvait on pouvait comparer cette situation musicale à une sorte d'écosystème. Pour reprendre une notion qui vient de l'écologie, donc un écosystème associant donc des acteurs, c'est-à-dire les musiciens, les auditeurs, des êtres vivants, quoi, et un environnement. Cet environnement, c'est la musique, c'est tout ce que je vous ai décrit déjà, la manière de le vivre, etc. Et qu'on allait pouvoir tracer des sortes de cartes, faire des cartographies de chaque situation musicale et de voir un petit peu comment ça se passait, comment les auditeurs allaient vivre la musique, comment ils allaient se déplacer dans l'espace, comment ils allaient ressentir tout ça, quoi. Je vais prendre un petit exemple pour finir. C'est une expérience qu'a faite un grand violoniste de notre époque, grand interprète, Joshua Bell, qui s'est placé dans le métro à Washington, dans une station à 8h du matin, une heure de grande affluence. Et il a joué un grand récital des grands classiques de musique classique avec son Stradivarius à 3 millions de dollars. Et il s'est rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui s'étaient arrêtés pour écouter la musique. Très peu de gens s'étaient rendus compte qu'ils étaient en train de vivre un récital d'un des plus grands interprètes de notre époque. Donc, qu'est-ce qu'il en a conclu, lui ? Il s'est dit, sans un cadre, sans un cadre admis, quoi, sans une norme, les gens ne sont pas capables d'apprécier l'art. Bon, je ne vais pas aller jusque-là, ça ne sert à rien d'être radical, ce n'est pas notre propos. La déduction qu'on peut faire de cette expérience, c'est que le cadre spatio-temporel, l'espace-temps dans lequel on écoute la musique, cette situation musicale dont je vous ai parlé, va conditionner la manière dont je vis la musique. Et on peut remarquer qu'on est plus ou moins habitué et déterminé à vivre une expérience par rapport à nos habitudes. Et ainsi, si on va dans une salle de concert et qu'on s'est habillé plutôt classe pour aller écouter de la musique classique, on sait que c'est de la musique classique qu'on va écouter. Si on prend le métro pour aller au boulot, on va plutôt penser que c'est un musicien de rue et puis que voilà, qu'il faut juste lui donner 20 centimes et puis voilà, quoi. Donc cette situation musicale, ça sert à quoi ? C'est une notion qui permet de poser la question pourquoi, quand, où, comment, pour qui, par rapport à la musique. Ainsi, elle permet de comprendre les relations qui peuvent exister entre le lieu, entre la musique bien sûr, entre le lieu où elle est diffusée, entre le moment où elle est diffusée, c'est-à-dire à quel moment, combien de temps ça dure, est-ce que c'est un concert de 2 heures ou un festival de 2 semaines. Et tout ça va me faire comprendre que la musique, je ne la vis pas seulement par rapport à la musique, mais par rapport à toute l'atmosphère qu'il y a autour et tout ce qui a été fait pour que je la vive. Et c'est donc pour le compositeur un outil puissant pour lui faire comprendre que quand on crée de la musique, on peut aussi créer tout ce qu'il y a autour. Et qu'à l'aide de tout ça, de tous ces paramètres, on va pouvoir créer des décalages par rapport aux habitudes d'écoute des gens et leur comportement, et ainsi créer en eux de nouvelles perceptions, de nouvelles manières de vivre la musique, de nouvelles expériences, et pourquoi pas de nouvelles manières d'entendre le monde. Voilà, merci à tous.